On a eu une première séance hier qui était tout à fait passionnante et qui a bien posé les bases du débat. Donc, c'est notre deuxième débat sur faire battre la One Health au cœur de la France. Et ce que je vous propose, c'est qu'avant de commencer, tous ceux qui ne font pas partie de la table ronde éteignent leur caméra pour qu'on puisse garder simplement la présence des membres de la deuxième table ronde. Je pense que Valérie Lemaître va nous rejoindre. Alors, cette deuxième table ronde est tout à fait intéressante parce qu'elle a pour objectif d'éclairer les différents participants du débat autour du rôle de l'État et, en fin de compte, comment accompagner le changement culturel, comment faire en sorte que les différents agents de l'État puissent prendre la vraie dimension de transformation du One Health sur l'intégralité des structures. On a la chance d'accueillir Mariam God, qui est chef de projet à l'Institut One Health, à l'École nationale des services vétérinaires. Thierry Lefrançois, qui est membre du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le COVERS. Gilles Salva, qui est directeur général délégué en charge du pôle recherche et référence de l'ANSES. On attend Valérie Lemaître qui va arriver, qui est directeur de programme formation à la transition écologique à la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, pardon. On a Cécile Coudet-Robert qui est chef de mission biodiversité, santé et activités anthropiques au sein du commissariat général au développement durable, et Pierre Breton qui est le conseiller d'Agnès Firmin-Lebaudot, conseiller santé-environnement, une seule santé et planification écologique du système de santé. Voilà, ça nous fait des intervenants tout à fait remarquables et vraiment je vous remercie de votre participation parce que dans cet effort de communication et de diffusion du concept, je crois que, je pense que sincèrement, le rôle de l'État est tout à fait majeur. Il va falloir qu'on puisse non seulement comprendre comment cette diffusion va pouvoir se faire au sein de l'État, mais également comment on va pouvoir travailler avec les différentes directions et ministères. Comme le rappelait Anne-Cécile Violent hier, il y a 11 ministères impliqués et une trentaine de directions générales. Donc, ça fait une nébuleuse qui est déjà tout à fait importante sur le plan de l'État. Mariam, je voudrais vous passer la parole tout de suite. Par rapport justement à cette question de l'affirmation du rôle de l'État, j'aimerais savoir comment l'Institut One Health va se structurer, quelle est son ambition pour les prochaines années dans le cadre de cette politique. Merci, merci Olivier. Merci. Bon, je commence rapidement par remercier toute l'équipe de NEL, Olivier en particulier, Quentin Riodel pour cette invitation, et puis je salue mes collègues autour de cette table virtuelle, également les auditeurs, bien entendu. Donc, effectivement, je peux vous préciser l'Institut One Health, puisque c'est une ambition qui émane en fait qui s'inscrit dans la stratégie France 2030, dans le programme d'investissement d'avenir sur métiers et compétences d'avenir, et qui cible pour l'Institut One Health, puisque alors, pour situer, l'Institut One Health va viser la formation des décideurs publics et privés dans l'approche Une seule santé, One Health, et il s'inscrit plus largement dans une unité de recherche EIDAT Lyon qui vise là la formation plutôt initiale sur les maladies infectieuses émergentes. Donc on a ce contexte-là d'entrée qui est vraiment contexte post-pandémie et qui vise à équiper les décideurs publics et privés sur cette approche One Health. C'est des outils pour vraiment adresser
des politiques, enfin de conception de politiques publiques qui intègrent cette approche donc on se situe là. Donc au sein de l'Institut One Health, on est 3 établissements porteurs pour incarner cette approche One Health tout simplement. Donc le NSVAVI qui est donc l'école d'application pour les inspecteurs de santé publique vétérinaire qui dépend de VétAgroSup. On est également en trépied donc avec le HESP pour la santé humaine et puis AgroParisTech pour le volet environnement. Donc on a d'ailleurs bénéficié d'une forte émulation pour la création de cet institut et donc on n'est pas seulement intégré dans cette idée, mais on est aussi au sein d'un consortium large de partenaires dont l'ANSES, le CIRAD et je vais pas tous les citer puisqu'ils sont très nombreux. Donc on a vu vraiment une émulation pour cette création d'institut One Health, c'est dans le but vraiment de diffuser cette approche largement. Donc notre commande, elle se situe bien dans un premier temps sur la formation continue pour ce public de décideurs public et privé donc sur l'approche. Alors si l'entrée est maladie infectieuse émergente, on a bien un scope qui se situe sur donc les maladies infectieuses émergentes bien évidemment, mais également sur les risques NRBC, nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques. Et donc l'idée c'est bien, s'il s'appelle Institut One Health, c'est bien de promouvoir cette approche One Health donc dans un contexte de changement climatique, de monde de plus en plus pollué par l'eau, l'air, le sol, et donc d'adresser ces problématiques-là en promulguant les interconnexions entre les santé, la santé humaine qui est interconnectée avec la santé animale, la santé végétale et les écosystèmes qui les contiennent. Donc le One Health qu'on promeut, c'est une approche vraiment bottom-up, une approche comment on le met en pratique, passer du concept à la pratique. Et pour cela, on s'appuie sur l'expérience des 3 établissements et puis de l'ensemble du consortium. Si on est basé dans un contexte lyonnais, on a quand même une commande qui est bien nationale et internationale dans un deuxième temps. Donc qui vise vraiment à d'une part comprendre les freins, les barrières pour l'instant qui existent à cette diffusion d'approche, puisque le concept maintenant est assez connu, alors plus ou moins selon les secteurs toutefois. Pour cela, en fait, pour comprendre vraiment le besoin et puis y répondre aux attentes, on a réalisé une enquête sur un panel qui est plutôt représentatif du public cible qu'on vise, qui nous a mené à conduire 57 entretiens dans des secteurs plutôt variés, à des échelons également variés. L'idée, c'était vraiment de comprendre d'une part déjà quelle était l'acception de One Health, puisqu'on sait bien que quand on dit One Health, on n'est pas forcément sûr de parler tous de la même chose, notamment entre les secteurs, et puis ensuite comprendre quelles étaient les attentes bien entendu et quels étaient les freins pour l'instant. Et le frein principal qu'on a mis en évidence, c'était quand même une méconnaissance des périmètres d'action de chacun et le besoin d'aller vers l'autre et de créer des réseaux. Et donc c'est bien l'idée de l'Institut, c'est de regrouper des personnes en charge pour favoriser l'interconnaissance et puis la création d'une culture commune pour la santé publique. Et puis également, bien sûr, de rapprocher, puisqu'une des difficultés qu'on a mis en évidence, c'est bien la difficulté du processus de décision, et notamment sur la santé environnementale qui reste quand même parfois pauvre en connaissances accessibles immédiatement pour la décision. Et donc, l'idée, c'est bien de rapprocher la connaissance et les processus de décision pour faire circuler les sujets, émerger les sujets et faciliter, accompagner les décideurs là-dedans. Merci Mariam. Moi j'ai une question tout de suite qui est, il faut qu'on y aille, il faut qu'on engage la société tout entière, donc l'État. Comment vous comptez mettre en pratique
vos différents projets pour faire en sorte que ça, que ça prenne dans les territoires, que ça prenne dans les administrations, que les élus locaux et les citoyens puissent se saisir de toutes ces opportunités et qu'on Oui, puisse, en mais fin de compte, tout développer à fait. justement cette culture commune et cette préoccupation commune, qu'on puisse y répondre. Alors, effectivement, c'est un gros challenge hein, qu'on s'est fixé là. Alors, le premier point qu'on peut mettre en lumière, c'est déjà, notamment au sein de l'enquête, on l'a bien mis en évidence, c'est une volonté de sortir, de casser les silos hein, et d'aller vers cette approche systémique, pluridisciplinaire. On a vraiment eu auprès de vraiment beaucoup d'acteurs variés cette envie aussi d'avoir une approche pluridisciplinaire, d'intégrer les sciences humaines et sociales, d'aller vers des approches qui sont plus participatives, plus inclusives, vraiment d'aller vers l'autre. Et ça, c'est rassurant puisque on voit que selon bien sûr les disponibilités de chacun, l'investissement va être à hauteur des emplois on va s'adapter en fait aux besoins et à la demande et à la disponibilité des publics. Donc l'idée c'est de produire ce cycle Une seule santé, hein, les cycles des hautes études Une seule santé qui sera donc une proposition en 3 fois 3 jours hein, et puis ensuite de décliner des actions qui sont à la demande, hein, puisque ça on l'a déjà initié. Le cycle, il connaîtra sa première session en juin 2024 et puis on va aller vraiment au contact des régions, des territoires en proposant un développement de cycles régionaux avec un processus de création qui soit itératif, en fait, faire remonter les besoins et puis proposer vraiment en fonction des besoins un programme adapté. Et puis ensuite, en fonction de la disponibilité, hein, notamment je pense aux élus, il y a pas mal de critères à prendre en compte pour proposer différentes formules. Et donc ça, on l'implémente dès maintenant avec normalement des formations courtes, des webinaires du midi, des ateliers. On a des outils aussi assez variés tels que la fresque One Health qui a été développée ces dernières années. Donc pour essayer de toucher des publics assez variés avec des formules qui répondent aux attentes. Donc on est une petite structure, hein, c'est certain. Donc là, l'idée c'est plutôt de répondre aux besoins au fur et à mesure qu'ils se fait connaître, d'être une plateforme pour promouvoir les exemples qui fonctionnent, puisqu'il y a déjà de façon assez rassurante des choses qui se passent hein, dans les territoires et des exemples à mettre en avant pour inspirer. Hein. L'idée, c'est bien d'être inspirant, de stimuler la créativité hein, pour cette construction hein, plutôt d'approche systémique. Et puis après, d'être une plateforme pour mettre en réseau les auditeurs qui viendraient se former pour qu'ils deviennent ambassadeurs du One Health avec ce bagage de connaissances communes, mais aussi vraiment d'interconnexion et qui deviennent ambassadeurs One Health pour qu'on puisse diffuser cette approche pas uniquement au sein de l'Institut, mais vraiment de façon plus large. Et donc là, l'idée, c'est pas forcément d'entrer par des objets One Health, hein, l'antibiorésistance, mais par une méthode d'approche qui soit vraiment systémique, pluridisciplinaire, intersectoriel, multiniveau. Donc c'est acquérir cette méthodologie qui puisse s'adapter dans divers contextes, sur diverses problématiques, puis après faire remonter les sujets pour qu'on alimente aussi la recherche avec ces sujets qui émanent du territoire. Merci beaucoup. Je vais passer tout de suite la parole à Thierry Lefrançois. Thierry, vous faites partie du CIRAD et du COVARS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi d'abord, ce que sont le CIRAD, je pense qu'il est un peu plus connu que le COVARS, mais quelles sont ces entités et quelle va être leur place dans l'architecture globale du projet One Health pour la France?
Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc oui, effectivement, alors je suis chercheur au CIRAD. Alors CIRAD, c'est un organisme de recherche qui a une vocation pour le développement dans le domaine agricole, agronomique, environnement en général, y compris santé. Et donc, c'est un organisme de recherche, rapidement, parmi d'autres, qui travaille notamment dans les pays du Sud, dans les zones d'émergence de maladies en particulier, et donc qui travaille quand même depuis longtemps sur les questions d'approche intégrée de la santé, parce que dans ces pays, c'est vraiment des choses qui sont développées et qui doivent l'être encore plus. Alors, le COVAR, c'est donc le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui a été créé à la suite du Conseil scientifique Covid. Donc, à la fin de l'état d'urgence sanitaire, en juillet 2022, il a été décidé d'arrêter donc le CS Covid, qui avait sa vocation d'appui scientifique et technique auprès du gouvernement pendant la crise Covid. Et le gouvernement a souhaité maintenir un conseil scientifique proche de la décision, mais d'élargir ses fonctions et en particulier de les élargir sur une composante d'interaction entre santé, climat, biodiversité, etc. Alors, si on reprend un petit peu l'origine et on comprend cette dynamique au sein de l'État, moi, je suis rentré au CS Covid pour apporter une valence vétérinaire, mais le CS Covid était un CS qui était certes multidisciplinaire, mais relativement peu multisectoriel, puisque voilà, c'était essentiellement des gens en santé, des experts en santé humaine, et qui étaient principalement, avaient une action principalement dans la gestion de crise, dans l'appui à la gestion de crise. Et là, la décision a été de dire, il faut apporter d'abord la composante anticipation, l'anticipation des crises sanitaires. Et donc, c'est pour ça que le COVARS a été créé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Et il faut élargir la thématique parce que le CS Covid a montré, en particulier à travers un avis One Health qu'on a rendu en février 2022 et puis un papier qui a été publié ensuite dans le Lancet, a essayé de faire le bilan de la crise sanitaire et des manques qu'il y a eu, des manques d'approche One Health qu'il y a eu dans cette crise sanitaire, que ce soit dans la prévention, dans la préparation, dans la gestion de la crise. Donc le COVARS a été créé avec un objectif délibéré d'approche intégrée de la santé de type One Health, avec cette composante anticipation et ce lien entre climat, biodiversité et santé. Alors, en quoi, en pratique, maintenant, est-ce que le COVARS est un comité qui apporte de l'eau au moulin du One Health en France et dans l'interaction science-décision, on va dire? Tout d'abord dans sa constitution, puisque le COVARS a été créé avec maintenant une approche multidisciplinaire, mais aussi multisectorielle. Et on a des experts qui viennent de différentes disciplines, mais aussi des secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale. Ensuite, effectivement, dans son fonctionnement lui-même et dans les interactions qu'a le COVARS avec les différentes agences, organismes de recherche qui sont issus des trois secteurs, ou comme l'ANSES, des trois secteurs en une seule agence. Mais certaines organismes de recherche, certaines agences sont purement santé humaine ou santé animale, et on interagit bien sûr avec eux. Et puis bien sûr, ce qui est le plus important, c'est dans les avis et la construction de nos avis que l'on rend avec une approche la plus intégrée possible, la plus holistique et dans un cadre One Health. Et si je prends, juste pour illustrer deux, trois exemples, euh, d'abord, vous le savez, vous le savez peut-être, le COVARS, comme le CS Covid, répond aux saisines du gouvernement, mais peut aussi s'autosaisir. Et donc, on a choisi de nous autosaisir sur les premiers avis qu'on a rendus sur des sujets les plus intégrés possibles, et en particulier sur les maladies à transmission vectorielle et sur la grippe aviaire. Et si je prends l'exemple grippe aviaire, pour essayer de montrer le type d'approche intégrée qu'on peut avoir, l'idée de faire un avis global sur grippe aviaire, c'était de complémenter et intégrer tous les avis qui existent par les différentes agences et stimuler la production d'autres avis spécifiques et d'expertise et d'essayer d'intégrer un certain nombre de choses comme par exemple l'effet du réchauffement climatique sur les voies de migration des oiseaux sauvages qui vont modifier les contacts entre les oiseaux sauvages et les oiseaux domestiques puisque les aires de repos vont changer par exemple. Donc, ils vont modifier les risques de transmission de l'influenza aviaire aux oiseaux domestiques qui, après aussi,
en fonction de la circulation, vont pouvoir éventuellement être transmis ou pas à des mammifères domestiques et éventuellement à l'homme. Donc, dans un cadre comme ça, il faut évidemment avoir une approche la plus intégrée possible et faire des recommandations qui ne sont pas simplement des recommandations en santé humaine ou en santé animale ou dans l'environnement, mais bien combiner l'ensemble de ces recommandations et par exemple faire de la surveillance environnementale autour des sites de repos pour comprendre la présence ou pas de ce virus. Et si on prend un autre exemple comme les maladies vectorielles, donc je pense que vous avez tous entendu parler de l'augmentation de risque de dengue autochtone en métropole, bon, sachant que la dengue circule dans nos territoires d'outre-mer depuis quand même longtemps et continue à circuler. Mais c'est vrai qu'on fait face à une augmentation des risques sur les maladies vectorielles en métropole avec une circulation autochtone possible, dengue, Zika, chikungunya, mais aussi West Nile ou Soutou pour les vectoriser par les moustiques de type Culex. Et donc, sur des approches, sur les maladies vectorielles, c'est vraiment un exemple d'approche One Health évident, puisqu'on a des vecteurs qui sont très sensibles à l'environnement, donc au climat, au changement climatique, mais aussi à l'impact de l'homme, à la biodiversité, etc. Et donc, quand on travaille sur des sujets comme ça, il faut avoir une approche intégrée et pas seulement dire on va s'occuper de l'homme, il y a des cas autochtones, on va faire un traitement de lutte antivectorielle massif adulticide. Il faut aussi inscrire le suivi environnemental de la lutte antivectorielle, évidemment. Voilà. Donc, ce sont quelques exemples pour dire que on a sur certains sujets, encore plus une approche intégrée, surtout quand on se situe en termes de prévention et d'anticipation des risques, avec des recommandations en termes de recherche. Et de plus en plus, le COVARS essaye de travailler dans ce lien santé, climat et biodiversité. Merci beaucoup. Alors, ça me permet de passer la parole tout de suite à Gilles Salva. Le rôle de l'ANSES dans cette architecture One Health, Gilles, vous la voyez comment? Et d'une certaine manière, comment concrètement on va faire avancer les choses pour qu'au niveau des citoyens, moi, vous savez, je suis un homme d'action. C'est-à-dire que j'aime bien quand concrètement on fait bouger les choses. Et comment tout le monde va s'y prendre pour faire en sorte de faire avancer le concept et de travailler sur le terrain pour apporter ces projets à l'ensemble de la société. Merci, oui. En fait, alors, d'abord pour quelques mots sur l'ANSES, je pense que tout le monde connaît un peu l'agence maintenant. On n'a pas changé de nom depuis 10 ans, donc ce qui est exceptionnel dans notre histoire récente. Et on commence à avoir une marque. Alors l'ANSES, c'est vraiment une agence qui est intégrée par la fusion avec l'AFSA, de l'AFSET avec l'AFSA, qui a intégré cette dimension, la dimension santé-environnement, la dimension santé animale, santé des végétaux, sécurité sanitaire des aliments et santé au travail. C'est un peu, on se revendique un peu l'agence du One Health. Alors, on n'est pas les seuls. Effectivement, Thierry a très bien parlé du CIRAD qui fait aussi du One Health depuis longtemps. Je dirais qu'on en a fait avant que ce soit vraiment un concept à la mode parce qu'on a besoin de traiter des questions de recherche et des questions d'évaluation des risques où on ne peut pas se permettre de travailler en silo. Alors, je dirais que les évolutions récentes du concept One Health, à mon avis, l'évolution récente qui est vraiment marquante et pour laquelle on n'avait pas forcément intégré cette dimension dans un premier temps, bien qu'on l'ait intégré même avant la crise Covid, c'est l'intégration de l'environnement dans le concept de One Health. On l'a bien vu avec un certain nombre d'émergences au cours du temps. Les bouleversements majeurs des écosystèmes, en particulier sur les forêts primaires intertropicales, et là c'est vraiment le CIRAD qui est en première ligne sur ces sujets-là, entraîne un changement du rapport de l'homme avec la nature d'une manière générale, mais avec les animaux assez régulièrement. Je prends l'exemple, quand on ouvre une mine de façon assez sauvage dans la forêt tropicale, une mine de coltan par exemple, au Congo, on va déboiser, créer une concentration humaine dans des conditions qui ne sont pas toujours les meilleures en plus en termes d'urbanisation, si j'ose
parler ainsi pour des bidonvilles, et qui va changer considérablement le rapport entre l'homme et l'animal. On va avoir des animaux qui vont se rapprocher des populations humaines, des possibilités de transmission de nouveaux virus, parce que ces forêts sont un grand réservoir de biodiversité, mais aussi un grand réservoir de biodiversité virale. Et chaque fois qu'on anthropise ces milieux de façon très brutale en quelques mois ou quelques années, on a un effet possible de passage de pathogènes. Donc intégrer cette dimension environnementale et cette dimension biodiversité dans le concept One Health, c'est particulièrement important et c'est vraiment peut-être la chose nouvelle dans la conception des questions de recherche sur ce sujet-là. Alors, ça ne veut pas dire que tout va apparaître dans ces forêts dans ces zones intertropicales. Néanmoins, c'est vrai que nous, on est sur un environnement qui est anthropisé depuis longtemps et ce qui se passe à l'échelle de l'exemple que je citais sur une forêt tropicale, s'est passé chez nous, en Europe, depuis le néolithique. Donc on a laissé le temps à la nature de s'adapter. Bien qu'on voit sur certaines évolutions de techniques d'élevage ou d'agronomie, on est aussi sur des changements brutaux chez nous. Donc on n'est pas à l'abri de ce type d'émergence chez nous. Et Thierry citait l'exemple de l'influenza aviaire. C'est un assez bon exemple de ce qui pourrait aussi émerger chez nous. Donc intégrer cette dimension environnementale, c'est le premier point important, me semble-t-il, dans l'évolution du concept One Health. Ça sous-tend de travailler encore plus en interministériel, mais ça, je pense que Céline et Pierre en parleront mieux que moi, mais pour en parler à l'échelle européenne et pour dire qu'on n'a pas forcément adapter les politiques publiques européennes, notamment en matière de recherche, sur cette interministérialité, enfin, ce domaine intersectoriel. L'Europe a, dans le programme cadre actuel, a divisé un petit peu la recherche en clusters, et on a le cluster 1 qui est le cluster santé, le cluster 6 qui est le cluster environnement agriculture, dans lequel il y a la santé animale notamment et la santé environnement. On voit bien que cette séparation en clusters, elle a pour conséquence que les communautés ne vont pas se parler. Et on a besoin, ou pas assez, parce que évidemment c'est compliqué de monter des choses entre les clusters. Céline en parlera, je pense. On est en train d'essayer de pousser la Commission à avoir quelque chose de plus transversal pour un nouveau partnership One Health, mais on a besoin, alors à la fois au niveau français, de travailler dans l'interministériel, et je pense je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se construire dans ce sens en ce moment, mais on a aussi besoin de le faire à l'échelle de l'Europe parce que l'espace, pour parler de la recherche par exemple, l'espace, il est européen, il n'est pas simplement français, et on ne peut pas répondre à toutes les questions tout seul en France, même si on a une très forte communauté de recherche quand même sur ces sujets-là. Alors, la fongibilité de l'environnement dans One Health, c'est important. Simplement, il faut qu'on arrive à mettre l'environnement dans le concept One Health sans diluer, parce qu'il y a des thématiques environnementales qui ne sont pas des thématiques One Health, qui sont proprement des thématiques environnementales, même si quand on parle de santé des végétaux et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et là l'agence est aussi en premier plan puisqu'elle donne les AMM pour ces produits phytopharmaceutiques, on a des conséquences sur la microbiologie des sols, on a des conséquences sur la pollution des eaux, des conséquences sur l'exposition des animaux, des hommes, etc. Donc, il y a quand même cette dimension environnementale qui est extrêmement importante, je dirais, du végétal à l'homme, en passant par les animaux. Donc il faut intégrer l'environnement sans le diluer, évidemment, sans que des problématiques purement environnementales ne viennent, soient oubliées. Et bon, je dirais que pour finir, on a quelques exemples d'évolution des mentalités sur ce sujet-là. On parlait d'influenza aviaire tout de suite avec Thierry. On a longtemps vécu d'un côté avec une surveillance de ce qui se passait chez les animaux et puis d'un autre côté une surveillance de ce qui se passait chez l'homme pour la grippe saisonnière. Là, on est en train de construire avec Santé publique France un protocole qui s'appelle SAGA de surveillance de la grippe aviaire pour le coup, donc du passage de l'influenza aviaire possible chez l'homme
ou chez les animaux, notamment chez les mammifères, et où on va vraiment essayer d'aller surveiller ce qui se passe chez l'homme chaque fois qu'on a un foyer d'influenza aviaire. Et donc, en particulier, chez les éleveurs, chez les vétérinaires, chez les techniciens d'élevage, les agents des services vétérinaires, tous les agents qui contribuent à l'abattage des animaux contaminés, tous les gens qui sont fortement exposés. Donc, on va aller enquêter de façon très proactive, sans attendre qu'il y ait des symptômes, pour voir s'il n'y a pas effectivement une circulation à bas bruit, sans qu'il y ait forcément de symptômes dans un premier temps. Donc ça, c'est un point. Et après, il y a tout ce qu'on fait depuis maintenant plus de 30 ans. Ça a commencé beaucoup avec les crises Listeria dans les années 90, hein, avec les centres nationaux de référence. Nous, on a plutôt les labos nationaux de référence côté alimentaire et vétérinaire. Les Santé publique France animent le réseau des centres nationaux de référence. Et d'ailleurs, très tôt, Santé publique France, dans le comité des centres nationaux de référence, a intégré un vétérinaire, il se trouve que c'est moi, mais et de façon à intégrer cette dimension One Health dans l'animation de ce réseau, et surtout à rapprocher les deux communautés pour mieux enquêter, pour mieux investiguer sur des phénomènes de passage zoonotique entre l'animal et l'homme, et entre l'homme et l'animal. Parce qu'il faut rappeler par exemple que le H1N1 pandémique, un virus qui nous a touché en 2009 côté population humaine, il est passé chez le porc, parce que le porc était sensible à ce virus, qu'il y avait un certain nombre de déterminants pour ça. Et ensuite, il est revenu chez l'homme. Dans certains cas, des vétérinaires ou des éleveurs ont pu être contaminés. Et donc, on voit bien que le passage, il se fait dans les deux sens, et qu'on a absolument besoin que les communautés travaillent ensemble pour prévenir ces risques. Merci beaucoup, Gilles. Je trouve ça tout à fait passionnant, cette volonté de décloisonner. C'est l'un des mots-clés qui a été fixé un peu par Anne-Cécile Violent hier. Il faut désélitiser le concept de One Health pour le rendre, on va dire, le plus populaire possible et le plus compréhensible par la population. Et en plus de ça, il faut le décloisonner pour faire en sorte que les communautés se parlent. Alors justement, le décloisonnement et la désélitisation, ce sont deux points importants. Valérie, par rapport à tout ça, vous êtes en charge de la formation, et en particulier sur les questions de formation à la transition écologique. Ah, si vous êtes là. Comment voyez-vous le rôle que vous avez, et quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir aboutir à cette formation? Bonjour à tous. Oui, alors donc moi j'ai un double rattachement. J'ai un rattachement à la DIES, hein, donc à la délégation interministérielle d'encadrement supérieur, et puis au secrétariat général à la planification écologique. Et on a deux grands chantiers sur le feu, c'est-à-dire la planification écologique et un plan de formation pour l'ensemble des cadres supérieurs. Mais avant de rentrer dans le détail, si vous me permettez, quand même rappeler qu'on ne part pas complètement de rien, c'est-à-dire qu'avant d'arriver sur ce nouveau dispositif, on en a essayé d'autres. Voilà. Et sur le lien santé-environnement, on a inscrit dans la charte de l'environnement, dans le bloc constitutionnel, le lien dans l'article 1 entre la santé et l'environnement. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux. Donc, on a fait le travail au niveau juridique. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, il y a eu des démarches de soft law type stratégie nationale de développement durable, il y a eu le plan national santé-environnement 1, 2, 3, 4, etc. Des stratégies nationales pour la biodiversité, pour le climat, pour le carbone. Enfin, on a fait tout le travail qu'on sait faire au niveau administratif, en portant les textes au niveau juridique au plus haut, en faisant des plans. Et le CGDD a été largement à la manœuvre sur essayer de décloisonner et de désiloter toute cette action de l'État. Et il connaît la difficulté de cet exercice. Et pourtant, le constat qu'on peut faire, c'est que ça ne fonctionne pas, ou en tous les cas, ça ne fonctionne pas suffisamment vite et suffisamment loin pour qu'on atteigne les résultats. Donc, le postulat qui est celui de la création du secrétariat général à la planification écologique et du lancement de ce programme de formation, c'est que, il faut effectivement un cap, et un cap avec un plan d'action qui s'adresse à tous les acteurs de la nation.
c'est l'objectif de la planification, les acteurs publics, privés. Parce que les constats qu'on pouvait faire sur, en fait, pourquoi ça ne change pas assez vite, c'est parce qu'il y a des résistances sociologiques, collectives, individuelles. Voilà. On n'aime pas quand ça change. On n'y croit pas parce qu'on pense que c'est une crise et que le principe d'une crise, c'est qu'une fois que la crise est passée, on revient à l'état d'avant. Et là, on ne reviendra pas à l'état d'avant. Et puis, il y a le renvoi sur les autres acteurs. En fait, ce n'est pas de ma responsabilité à moi, c'est la responsabilité de mon employeur, de l'État, de la collectivité, voilà, des ONG. Et là, l'idée avec cette planification, c'est vraiment de dire on va s'adresser à tous les acteurs de la nation. Et le deuxième postulat avec la formation, c'est c'est que si on considère que ça n'a pas fonctionné avant, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas partagé suffisamment le même constat. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de former. Alors, actuellement, d'ici fin 2024, tous les cadres supérieurs de l'État. Auparavant, ça a été les cadres dirigeants, les cabinets. Et ensuite, ce sera l'ensemble des 2,5 millions de fonctionnaires d'État aux enjeux de la transition écologique avec un dispositif qui est, il faut le dire, hein, c'est pas faire cocorico, même si c'est le matin, mais c'est inédit, un effort inédit au niveau international, avec un dispositif de formation en 5 étapes, un parcours de formation, où on va partir des constats en groupe de travail en présentiel, et tout ça pour aller vers l'action, et ensuite ramener l'action au sein des services, dans la vie quotidienne des fonctionnaires, pour orienter l'action, en sachant que tous les fonctionnaires d'État ou de collectivité ou hospitalière n'ont pas forcément la capacité de changer les choses de façon drastique, mais il y a des petits gestes et il faut également les intégrer en fonction de son niveau de responsabilité. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment comprendre, de se projeter sur le terrain et passer à l'action parce qu'il faut passer à l'action, on n'a plus le temps. Voilà, je vous entends plus, mais je ne veux pas être trop long. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est parce que j'avais coupé mon micro pour ne pas risquer de bruit intempestif. Merci beaucoup pour ces précisions et on a un vrai point concret là, cet objectif de former tous les fonctionnaires d'État pour la fin du quinquennat, c'est quand même quelque chose qui est ambitieux et on vous souhaite qu'une seule chose, c'est d'y aboutir et de faire en sorte que cette culture commune commence à traverser bien entendu l'État, mais le reste du pays. Céline Couder. Et la première étape, ce sont les 25 000 cadres supérieurs pour fin 2024, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. Voilà. Vous avez bien raison. Je pense qu'il faut qu'un certain nombre de nos décideurs se mettent à y croire, non pas y croire. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question simplement d'ouvrir les yeux et de s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent. Et donc, il faut simplement les préempter et les mettre en perspective et faire des plans d'action autour de tout ça. Cécile Couder, vous travaillez au commissariat général. De quelle manière vous êtes intégré dans cette stratégie One Health? Oui, bonjour à tous. Alors, j'espère que ma connexion est fluide. Sinon, dites-moi, j'ai une petite manip rapide à faire si ce n'est pas le cas. Bon, super. Donc, c'est Céline Couder-Robert. Je travaille au commissariat général au développement durable. Je suis vétérinaire de formation comme un certain nombre de mes collègues autour de la table. Merci beaucoup pour l'invitation. Et le CGDD, donc c'est la direction transversale du ministère. On intervient en fait sur 3 grands domaines que sont la recherche, les données et l'international en termes de One Health. Donc One Health, c'est une de nos priorités. Et en particulier depuis 2020 avec la crise Covid qui a vraiment mis le sujet sur le dessus de la pile, mais c'était déjà le cas avant, en particulier sur l'antibiorésistance qui est un sujet qu'on suit depuis même avant 2016 et qui est un sujet One Health par excellence. Sinon, on travaille beaucoup avec nos collègues des autres directions du ministère qui sont aux manettes sur un certain nombre de politiques publiques, en particulier en termes de santé, environnement et de préservation de la biodiversité. Et en général, on se charge de piloter justement ces volets recherche, données, innovation de ces différentes politiques publiques, qu'il s'agisse de pesticides, de pollinisateurs, enfin je vais tous les citer.
Notre vision du One Health, elle est vraiment tournée vers la santé des écosystèmes, qui est un peu le parent pauvre de l'approche. En tout cas, on a maintenant une définition internationale qui embarque vraiment cette dimension écologique, mais nous, on s'est toujours efforcé de l'apporter de manière assez forte, qu'il s'agisse de maladies infectieuses émergentes, d'exposome, avec un accent important donné aux deux changements globaux que sont le changement climatique et le déclin de la biodiversité, et à une approche prioritaire donnée à la prévention par une action, une prise en compte des facteurs environnementaux, des maladies chroniques ou infectieuses. Voilà, alors juste pour vous dresser une cartographie rapide des acteurs avec lesquels on interagit. Oui. Alors d'abord au niveau international, je donnerai juste 2 exemples. D'une part, la Convention pour la diversité biologique qui a adopté récemment, là, en décembre 2022 à Montréal, un accord mondial pour la nature à horizon 2050, avec des cibles très concrètes à atteindre dès 2030 sur un certain nombre de sujets, la réduction des pesticides, le commerce d'animaux sauvages, la nature en ville, les services écosystémiques de régulation, y compris des pathogènes. Enfin, tous ces sujets, vous le voyez, ont lien et auront des répercussions sur la santé des hommes et des animaux. Donc c'est une première étape que de participer à la négociation de cet accord. Autre acteur international avec lequel on interagit régulièrement, c'est l'IPBES. C'est la plateforme scientifique et intergouvernementale sur la biodiversité, l'équivalent du GIEC, qui adopte des rapports scientifiques régulièrement sur différents sujets. Il y en a eu un en 2020 sur biodiversité et pandémie, par exemple. Il y en a eu un cet été sur les espèces exotiques envahissantes qui peuvent être source d'introduction de pathogènes. Et en ce moment, l'IPBES travaille sur une évaluation Nexus, c'est-à-dire les liens entre les différentes politiques dans les secteurs de l'alimentation, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et leurs impacts sur la biodiversité. Donc là aussi, on contribue aux négociations internationales qui ont lieu chaque année parce que les États valident les rapports en quelque sorte émis par les scientifiques. On relit ces rapports, on relit les rapports de cadrage, etc. Au niveau européen, notre interface principale, c'est le programme Horizon Europe dont a parlé Gilles, avec un certain nombre d'instruments qui se réclament d'une approche une seule santé, dans le cluster santé, dans le cluster environnement, qu'il s'agisse d'antibiorésistance, de préparation aux pandémies, de biodiversité. Mais pour nous, effectivement, au niveau français, ça ne suffit pas. Ça n'est pas suffisamment ambitieux pour les attentes qu'on a en termes de recherche multidisciplinaire, de rapprochement des communautés scientifiques, de la santé animale et de l'environnement. Et la France propose un nouveau partenariat, une seule santé, pour couvrir tous ces sujets au nexus de différentes politiques, de l'alimentation, du climat, toujours dans une approche préventive qui prenne en compte la santé des écosystèmes. Voilà. Et au niveau national, donc nos interactions, elles sont multiples et quotidiennes avec les différents ministères qui travaillent sur l'approche une seule santé, qu'il s'agisse de la santé, de l'agriculture, de la recherche, des affaires étrangères, de l'outre-mer, et j'en passe. Donc on a un certain nombre de comités interministériels des différentes politiques qui se réunissent très régulièrement, au sein desquels on interagit. Juste à titre d'exemple, on a un certain nombre de programmes prioritaires de recherche sur les maladies infectieuses émergentes. On en attend un sur l'exposome, il y en a eu un également sur l'antibiorésistance. On a une action qu'on pilote du plan national santé-environnement qui s'appelle le Green Data for Health, qui est une plateforme de mise à disposition des données environnementales pour la recherche, dans un premier temps pour les chercheurs, pour la recherche en santé-environnement, pour essayer de faciliter la compréhension des liens entre les atteintes à l'environnement et des répercussions en termes de santé. Voilà, on a différents lieux où on a pu, où on teste au quotidien cette collaboration, où on renforce ces liens, et ça remonte jusqu'au niveau des cabinets, puisqu'il y a une task force informelle, intercabinet, une seule santé, qui se réunit régulièrement pour renforcer la coordination entre les différentes politiques une seule santé. Voilà. Merci beaucoup. Vous imaginez bien que quand on vous écoute, il y a une profusion de projets, il y a une profusion d'acteurs. D'une certaine manière, c'est le béotien que vont être les gens qui vont travailler sur ces situations. J'imagine
le technicien dont parlait Thierry, qui est en charge du suivi d'une épizootie au fin fond de la Nièvre, par exemple. Quand on lui parle comme ça, il va rien comprendre. Comment on peut arriver à rendre lisible ce dispositif pour faire en sorte qu'il soit facilement appréhendable par tout le monde? Oui, alors il y a un vrai effort de communication et de pédagogie à faire à tous les niveaux. Déjà, en interne au ministère, on se réunit une fois par semaine, une petite task force informelle de personnes qui travaillent sur One Health pour échanger énormément d'informations, se coordonner au maximum. Au niveau des parties prenantes, on a le groupe santé-environnement que pilote Anne-Cécile Violent, qui intègre un grand nombre d'acteurs qui interviennent dans le champ de la santé-environnement et qui permet, il y a un groupe dédié, une seule santé, une émanation du GSE qui se réunit et qui permet de délivrer de l'actualité, des informations sur tous les sujets dont je vous parlais. C'est aussi un lieu d'information. Au niveau du CGDD, on communique à travers des publications de 4 pages. C'est une collection qui s'appelle Théma. On en a sorti 2 sur One Health et on en sortira certainement d'autres opus. On fait des podcasts très courts d'une durée de 5-6 minutes pour essayer de faire de la pédagogie, de la vulgarisation de ces sujets. Enfin, vraiment, on compte aussi beaucoup sur l'Institut One Health et le réseau qu'il va mettre en place pour communiquer auprès des décideurs. Et au niveau des services déconcentrés de l'État, on a monté par exemple au mois de juin, en collaboration avec Humanité et Biodiversité, entre autres, un atelier partenariat gouvernement ouvert pour discuter des besoins et de la possibilité, enfin, des besoins d'action opérationnelle pour rendre cette approche une seule santé déclinable à tous les niveaux de l'État, en fait, y compris sur les territoires. Voilà, ce sont quelques exemples d'efforts qu'on peut faire pour diffuser l'approche et la rendre plus lisible. Mais un autre exemple, c'est par exemple avec Santé publique France, chaque année, on travaille à une plaquette d'information sur l'antibiorésistance où il y a toujours une approche One Health qui est mise en avant et qui est travaillée en interministériel et avec les agences sanitaires. Merci beaucoup. Pierre, parler justement de réunions hebdomadaires des cabinets ministériels. Je pense que tu es pour beaucoup pour la mise en place de tout ça. On connaît ton implication personnelle et l'implication d'Agnès Firmin-Lebaudot sur cette question du One Health. Et on sait que notre ministre est une femme non seulement courageuse, qui va au contact des acteurs, mais en plus qui développe des énergies pas possibles pour essayer de faire bouger les choses. Et vraiment merci, parce qu'on a vraiment besoin de ça sur le territoire à l'heure actuelle. Comment tu vois, toi, l'organisation de tout ça et en fin de compte, est-ce que tu cherches à impulser, à coordonner, voilà, ta fonction nous intéresse beaucoup. Merci Olivier, merci à tous, merci à mes collègues participants à la table ronde qui ont déjà dit effectivement beaucoup de choses et je les remercie. Alors, plusieurs choses déjà. Effectivement, l'engagement de la ministre sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, c'est un engagement de terrain. Et je crois en fait que One Health, une seule santé, est un sujet profondément de terrain et de territoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, on a discuté là dans la table ronde de dire est-ce qu'il faut populariser le sujet du One Health. Je pense qu'en fait, il l'est déjà sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, le territoire, le terrain fait déjà du One Health, fait déjà d'une seule santé pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, parce qu'en fait, souvent et dans tous les cas, nos villes, nos communes sont les premières impactées par les changements, les impacts du dérèglement climatique. Et donc, en fait, elles doivent de toute façon trouver des solutions qui bien souvent mobilisent différents secteurs, que ce soit la santé ou autre, dans la boucle des dynamiques de résolution des problèmes. Donc, en fait, le rôle pour moi de l'État et puis pour ma ministre, c'est d'avoir une vision extrêmement pragmatique sur le sujet, et donc de tout faire pour accompagner et éviter les blocages qui en fait empêcheraient la résolution des problèmes. Alors, pour être un peu concret, je me suis dit que j'allais prendre un exemple qui pouvait parler à tout le monde aujourd'hui, et puis un exemple qui en plus n'est pas un exemple
comment dire, de prime abord santé, parce que l'idée c'est aussi qu'on ne se fasse pas un focus santé sur One Health, c'est qu'on sorte One Health aussi juste d'un sujet de santé ou du système de santé, mais bien un sujet transversal de toutes les politiques. Donc l'exemple que j'ai décidé de prendre, c'est celui de la réutilisation des eaux usées. Il y a un peu plus d'un an, le président de la République a demandé à ce qu'un plan sur le sujet soit mis en place. Donc c'était le fameux plan eau pour une gestion résiliente et maîtrisée de notre ressource en eau, qui est sorti en mars avec un objectif clair de réutilisation des eaux usées traitées, de la réuse, si on parle un peu en acronyme. Et donc, en fait, on avait un objectif commun de réussir à passer à l'échelle et de développer à peu près 1000 projets de réutilisation sur tout le territoire. Donc, à partir de là, on avait un certain nombre de textes d'usage d'eau qui étaient plus ou moins encadrés, les usages de l'eau de pluie, les usages, la réutilisation pour des usages environnementaux, pour des usages agricoles, tout ça existait plus ou moins dans un nuage de textes plus ou moins précis. Donc, en fait, il a fallu, pour qu'on puisse passer à l'échelle, se mettre tous autour de la table et réussir à réécrire un certain nombre de textes pour pouvoir définir clairement quelles étaient les eaux que l'on pouvait réutiliser, dans quelles conditions et pourquoi faire. Et donc ça, en fait, quand on le dit comme ça paraît extrêmement évident de se dire, en fait, on va tous se mettre autour de la table, tous en discuter et voir quelles sont les conditions de la santé, quels sont les besoins de l'industrie, quelles sont les exigences environnementales de l'environnement, quels sont les besoins du côté agricole. Et en fait, ce sujet a finalement mis un peu plus d'un an à émerger, et les derniers textes paraîtront d'ici la fin de l'année, début 2024. Et donc, en fait, la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est parce que chacun est resté pendant un certain moment dans son couloir de nage, dans son périmètre. Et effectivement, la santé était extrêmement prudente parce qu'elle avait peur des risques inhérents à la réutilisation d'eau usée. L'agriculture, effectivement, elle voulait aller très loin, notamment pour les industries agroalimentaires, parce ils voyaient qu'il y avait un enjeu et puis une source énorme d'économie d'eau à réaliser. L'industrie était dans la même lignée, et évidemment le ministère de l'Environnement aussi. Et donc, il y a eu une espèce de latence assez importante sur ce sujet. Et en fait, à la fin, il a fallu qu'on se rende compte qu'il fallait se mettre autour de la table, et on s'y est mis. Et là, on a effectivement tous fait des compromis et tous bien compris quels étaient les besoins et les enjeux de chacun. Et surtout, en allant sur le terrain, on a compris ça, qu'effectivement, tant les industriels, les communes, les collectivités, les agriculteurs, etc., n'étaient pas sur des pratiques qui auraient été en fait dangereuses, et que c'était dans l'intérêt de personne de prendre des risques. Donc nous, santé, on a réussi aussi à avancer dans ce sens-là et à changer d'approche, et à changer aussi, je dirais, de paradigme, en allant vers un paradigme qui était beaucoup plus de résultats que de moyens. Et ça nous a permis d'avancer sur ce sujet qui est un sujet énorme en termes d'économie d'eau, quand on voit l'impact de la sécheresse sur notre ressource. Donc voilà, c'est un petit peu ce modèle-là qu'il faut aujourd'hui réussir à mettre en place sur tous les sujets. C'est pour ça qu'on a aussi mis en place effectivement une task force informelle entre les cabinets et les services, pour justement pouvoir aller beaucoup plus vite dans la résolution des arbitrages, des déblocages qui peuvent exister entre nos ministères. Mais maintenant, il faut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, on a cette task force informelle. La question qu'on se pose, c'est est-ce que demain, il ne faut pas aller vers quelque chose d'encore plus ancré dans le fonctionnement de l'État et du gouvernement? Est-ce qu'il ne faut pas une instance dédiée à ce sujet, une seule santé, sur quel périmètre, en fonction pour résoudre pour apporter quelle plus-value sur quel sujet? Donc bon, nous, on commence effectivement à y réfléchir sérieusement au sein de cette task force. On identifie quelques axes qui nous semblent assez fondamentaux. Je pense que le premier, c'est déjà la synthèse du travail qui est fait au niveau du gouvernement, parce qu'on a vu ce matin autour de la table ronde, effectivement, qu'il y a énormément
de plans, de stratégies qui se déploient, d'initiatives de différentes structures, directions, agences, opérateurs qui se déploient. La question, c'est de savoir est-ce qu'on ne se perd pas dans tous ces dispositifs qui sont en ce moment déployés. Et pour ça, il nous faudra à un moment donné réaliser la synthèse de tout ça et de voir qu'est-ce qui se croise, qu'est-ce qui ne se croise pas, qu'est-ce qui doit être amplifié, continuer, arrêter. Il y a un travail de synthèse à réaliser. Alors, je sais que, par exemple, l'IGAS avait fait un travail déjà un travail de synthèse de tous leurs avis depuis les 10 dernières années sur le sujet santé-environnement, un travail vraiment passionnant, qui a d'ailleurs pu montrer aussi qu'en fait, les principaux acteurs finalement de la santé-environnement, notamment étaient les collectivités, quand on regarde le financement qu'elles mettent à la lumière au regard de ces enjeux par rapport à l'État. Je vous invite vraiment à lire ce rapport qui était vraiment passionnant. Et évidemment, ça fait écho aux propos d'Anne-Cécile qui nous a effectivement parlé de la trentaine de plans qui existent et de la dizaine de directions qui traitent ces différents sujets, une seule santé que l'on connaît. Le deuxième axe, c'est celui des données, et ça, effectivement, ça rejoint le propos, je pense, de Céline sur le Green Data for Health, mais ça rejoint aussi les propos de Gilles avec tout ce que l'ANSES fait. Il y a un sujet de données, c'est un sujet de maîtrise de ces données, un sujet de connaissance. Il faut qu'on soit capable de maîtriser davantage la connaissance des risques des expositions, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement un sujet qui devient un sujet de société, parce que les gens sont au courant, commencent à comprendre qu'ils sont exposés à tout un tas de polluants divers et variés, mais on n'arrive pas encore suffisamment à savoir quelle est la réalité des impacts sanitaires de ces expositions, et il faut qu'on puisse être capable très rapidement d'apporter des réponses à ça pour pouvoir derrière prendre des décisions qui ne soient pas des décisions non construites sur des propos scientifiques. Évidemment, la recherche, mais ça a été évoqué, c'est un enjeu qu'il faut absolument continuer. Et puis, le dernier enjeu qui a été aussi évoqué, celui de la territorialisation, qui me semble fondamental, parce que c'est vraiment pour les territoires que l'on doit travailler au niveau de l'État sur ce sujet précis. Et puis, c'est aussi par les territoires que l'on a beaucoup à apprendre des propositions de résolution sur le sujet Une seule santé. Voilà, moi je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire de plus que ce que mes autres collègues ont dit. Peut-être juste rappeler aussi que le système de santé sur la partie formation, transition écologique dont a parlé Valérie Lemaître, on est effectivement on n'est pas en retard, je dirais, on est même peut-être les premiers à se mobiliser à fond, puisqu'on a déjà commencé à enclencher des formations de nos 6500 encadrants de la fonction publique hospitalière, avec le ministère de la Transformation de la fonction publique, évidemment, et on travaille effectivement à faire en sorte que cette formation puisse très vite se déployer à l'ensemble des professionnels de santé de la fonction publique, et puis ensuite à l'ensemble des professionnels de santé, et notamment avec des outils comme le PlanelSphere ou autres, qui sont des outils extrêmement adaptés pour sensibiliser et pour former. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces précisions. C'est hyper important pour mieux comprendre l'architecture globale du dispositif. Alors, il y avait trois réactions. Il y a Thierry Lefrançois, Gilles Salva, et puis j'ai vu que Gilbert Angard avait levé la main à un moment. On va prendre vos trois questions. Thierry, c'est à vous. Alors, oui, c'était une réaction, effectivement. Alors, je voulais rebondir sur ce qui a été dit là dans les différentes interventions et revenir sur la définition du One Health qui maintenant a été publié par le comité d'experts OLEP, sous égide de la quadripartite, donc OMS, OMSA, FAO et UNEP, et qui précise bien dans l'explication de ce que c'est que le One Health, que c'est une approche multisectorielle, évidemment, donc secteur de santé humaine, animale et environnement, multidisciplinaire, on l'a évoqué plusieurs fois, mais c'est aussi du multi-acteur. Et dans tout ce que j'ai entendu, on voit bien que cette partie multi-acteur est vraiment essentielle pour pas que les gens travaillent en silo et dans leur couloir de nage, comme ça a été dit. Et quand je dis multi-acteur, en fait, on parle pour moi, il y a au moins une composante importante qui est l'interaction science, décision et société. Et là, on l'a évoqué dans l'interaction science-décision, c'est extrêmement important, mais il y a aussi l'interaction avec la société. Et donc ça se retrouve dans des réseaux de santé qui ont intégré à la fois
les décideurs et les chercheurs pour l'établissement des réseaux de surveillance. Et ça doit se retrouver, à mon avis, à tous les étages et dans toutes les structures qu'on a citées. Et bon, par exemple, au COVARS, on a donc des réunions interministérielles régulières tous les 2-3 mois avec les cabinets des différents ministères où on essaye de faire le suivi en fait des recommandations et comment elles sont prises en compte ensuite par les différents ministères. Ça me semble essentiel. Mais au sein du COVARS, il y a aussi la composante interaction avec la société, avec des représentants des citoyens et des associations de patients. Donc, c'est quand même une différence par rapport au CS Covid. Et ce qui apporte en fait des éléments de démocratie sanitaire qui me semblent vraiment indispensables dans les réflexions. Et bien sûr, il y a la composante après communication, les avis sont publics, et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important avec des communications au grand public, l'explication de ce que c'est que ce sont ces approches intégrées de la santé et en quoi elles peuvent finalement orienter ou guider un certain nombre de décisions, que ce soit au niveau national ou au niveau territorial. Voilà, c'était juste pour illustrer cette interaction science, décision, société qui me semble vraiment indispensable. Je crois que vous avez raison. Non seulement je le crois, mais je pense que on fera pas bouger les acteurs si on met simplement des normes et des contraintes. Il va falloir véritablement, comme le disait Pierre, travailler au niveau des territoires, rencontrer les gens qui ont besoin d'avoir des solutions et puis les éclairer un peu sur ces différents dispositifs qui sont mis en place et qui ne sont pas forcément d'une compréhension tout à fait immédiate. Mais le travail avec les acteurs me semble être extrêmement important et c'est vrai que c'est une question qui restait de la table ronde d'hier, c'est quels seront les rôles des acteurs économiques, en particulier Chambre régionale des agricultures et Chambre de commerce et industrie, les CCI, justement pour continuer ces politiques et agir au niveau des industriels ou de l'agriculture pour faire bouger les comportements et obtenir des actions. Gilles, vous vouliez poser une question ou une réaction? Juste apporter une précision, une réaction sur le rôle du ministère de l'Agriculture, parce que évidemment il est essentiel. Je prends juste un exemple. La France a décidé de vacciner les canards, en particulier les canards gras, contre l'influenza aviaire. Alors, ça peut paraître évident de dire oui, on a une maladie, on va vacciner. Je rappelle que la vaccination, avant que la France, par le ministère de l'Agriculture, porte ce dossier au niveau européen, était interdite. Parce que pour avoir un statut indemne, on n'a pas le droit de vacciner. Donc, alors, on l'a fait d'abord pour préserver des intérêts économiques de cette filière foie gras. On l'a fait aussi pour des problèmes de santé publique, parce que moins ces virus circulent, et on sait que le canard est un réservoir de multiplication, enfin c'est surtout un support de multiplication de ce virus qui est extraordinairement efficace. On sait que statistiquement, si on empêche ce virus de se multiplier par la vaccination, avec une vaccination efficace, et on a des fabricants de vaccins qui ont développé des vaccins efficaces sur une petite espèce, sur un petit marché au niveau mondial, et qui l'ont fait spécifiquement pour ce marché. On prévient des problèmes de santé publique et de transgression de la barrière interespèce possible du fait de la vaccination des animaux. Donc là, on est très, très One Health. Et du point de vue environnemental, on parle beaucoup du rôle des oiseaux sauvages dans la transmission de l'influenza aviaire. Les oiseaux sauvages sont avant tout victimes de la transmission de l'influenza aviaire. Certes, vont être le premier ensemenceur des élevages, lesquels vont amplifier ce virus, vont contaminer massivement l'environnement et contribuer pour certaines espèces, je pense aux fous de bassin, je pense aux goélands aussi et aux mouettes, on n'en parle pas beaucoup, mais on en a beaucoup moins qu'il y a 2 ans. Là, les populations sont en train de se reconstituer très certainement, parce que les épisodes l'an dernier ont été beaucoup moins violents, mais le fait de lutter contre cette maladie en élevage, ce qui est le rôle du ministère de l'Agriculture, évite un rebond environnemental de la maladie qui va mettre en péril certaines espèces animales. Donc ça, c'est vraiment, on est dans ces politiques publiques qui ne sont pas évidentes, puisqu'il y a un bénéfice économique effectivement à vacciner les canards pour la filière canard. Par contre, il y a des enjeux économiques plutôt négatifs pour les autres filières qui ne vont pas pouvoir exporter leurs produits dans un certain nombre de pays tiers qui demandent à ce que les pays soient indemnes du virus et de vaccination. Il y a des vrais choix stratégiques
en termes de santé animale, de santé publique et de santé environnement. Et c'était juste pour dire que le ministère de l'Agriculture est aussi assez, je dirais, un acteur majeur et sur les maladies d'origine animale, vraiment un acteur central. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Gilbert, vous vouliez poser une question? J'ai vu un moment que vous aviez levé votre main jaune. Non. Ben, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est que d'abord, c'est de vous remercier pour cette première table ronde qui est extrêmement éclairante. Vraiment, merci à tous. Merci Pierre, merci Mariam, merci Céline, merci Thierry, merci Gilles pour votre implication. Merci Valérie.